sûr. Ok, donc notre invité nous attend, elle est de l'autre côté, elle est sur mon autre écran, vous ne voyez pas, donc on va arrêter de la faire attendre. Juste les amis, c'est le premier, parlons-en, qui sera hors jeu vidéo. Donc si je tâtonne sur les questions, tout ça, ne m'envoyez pas. Mais je sais que ça va être hyper cool. Que l'invité est hyper cool. Donc, eh bien, on va y aller tranquille. Hop, je mets ça ici. Je mute notre invité. On va bientôt pouvoir entendre de façon claire et nette. Je vais changer de scène. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Le chat, comme d'habitude, on va checker le son. S'il vous plaît. Nous, si tout va bien, j'enlève la petite musique. Allez, est-ce que le son est ok? Est-ce qu'on entend Charlotte comme il faut? Parfait. Bonsoir. Un poil forte. Oulala, combien? Combien de pourcents, Faultier? 5%, 2%? Combien trop fort? Faut me dire si... moi, je pense qu'on est bien, mais je vais baisser de 2%. Et je pense qu'on sera bon. Ok. Je décolle, mais va-t'en, arrête, tu viens pour rien, il y aura la rediff. A plus. Il y a un nez qui sous dans le micro. C'est lequel? C'est qui? C'est moi, je suis trop près. C'est bon? On est bon? Je pense qu'on est bon. Ok. Désolé. On va y aller. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux, on va se retrouver pour une petite heure et quart d'émission déborde sur le thème de l'équilibre dans les métiers de l'image. Et de ça avec Charlotte ici présente. Et je vais pas lui piquer plus de temps que ça. Je vais te laisser te présenter à notre audience. Ouh. Bonsoir, ça fait très bizarre. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci Nicolas, je suis très contente d'être avec vous ce soir. C'est un exercice nouveau pour moi, donc j'espère que je vais pas trop bafouiller. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans, je suis actuellement basée à Montpellier où je travaille avec mes collaborateurs et mes associés sur différentes entités. Je suis principalement photographe certifié européenne photographeur. Je suis responsable d'un studio, un studio qui a ouvert il y a un mois à Courgambetta à Montpellier. Et en parallèle de ça, je suis aussi productrice et productrice exécutive dans l'audiovisuel et je suis formatrice et enseignante. Pour faire la version courte, voilà. J'allais dire, c'est la version courte. Donc, il y a quand même, beaucoup de choses à voir. Donc, pour resituer, Charlotte et moi, on s'est croisés au cours de notre scolarité. Ce qui m'a marqué dans ton parcours et dans tes choix, c'est que tu as fait une école d'effets spéciaux et tu as presque directement à la sortie de cette école parti dans la photo, et dans la réal et enfin, dans un audiovisuel plus classique, j'ai envie de dire, sans gros monstres et gros pouvoirs et piou piou partout. Du coup, ma première question, c'est sur la formation dans laquelle on s'est croisés, est-ce que ton amour de la photo était déjà là? Est-ce que c'est au cours de cette formation que tu es tombée amoureuse de la photo? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, j'ai fait 5 ans, on m'a appris à faire du compositing, des VFX, des simulations de trucs, de machin, mais non, moi, ma passion, c'est la photo, et c'est là-dessus que je vais me diriger. Je me suis rendu compte de quelque chose depuis que j'ai passé le bac. Et j'ai mis du temps à l'accepter en fait, c'est que c'est pas parce qu'on entre par une porte, qu'on prend une certaine passerelle, qu'on va obligatoirement ressortir avec un profil type en fait. La raison pour laquelle l'intitulé de l'interview de ce soir c'est se créer un équilibre dans les métiers de l'image, c'est parce qu'en fait je suis
Je suis sortie d'Artefix donc en 2016, qui est cette école que tu as faite aussi, qui se dédie aux effets numériques principalement. Donc l'école m'a offert un bagage certain, que ce soit dans la sensibilisation à l'esthétique de l'image, au procédé de travail, à la méthodologie et aux résultats qu'on peut tirer de la post-production, hein. Tout ce procédé du concept à la post-production, c'est quand même très riche et complet. Et malgré ça et les profils types qui peuvent sortir d'une telle école, je pense qu'en fait, le fait que je me sois dirigée vers deux axes qui au final ne sont pas en écho à ces profils types quand on sort de l'école, c'était parce que j'avais besoin de me rapprocher de d'autres routines, d'autres façons de faire, d'autres interactions avec les collaborateurs et les clients notamment. Et pour le coup, cet équilibre, je l'ai trouvé avec le mode opératoire de la production audiovisuelle et en tant que photographe. Et l'exemple spécifique de la photographie, en fait, à Artefix, oui, on avait des cours de photographie. Oui, Ce n'était pas le pilier central, bien sûr, hein, c'était une matière qui était très secondaire, je pense, pendant notre cursus, du moins au programme de l'époque. On y a été sensibilisé clairement, et d'ailleurs, je rends hommage à la professeure qu'on avait, Tiziana Annecy, qui, oui. par sa pédagogie, m'a beaucoup marquée. Et je pense que oui, la photographie m'a plu grâce à l'enseignement même assez basique qu'on a eu à Artefix parce que c'était très ponctuel, mais ça m'a suffisamment sensibilisée pour que ça me plaise vraiment et pour que j'en sois extrêmement curieuse. Et en fait, je dirais que c'est suite à la sortie d'Artefix que ça s'est dessiné un peu par accident parce que en sortant d'Artefix, donc moi j'étais sortie avec la spécialisation CGI, lighting rendu. Et en sortant de l'école, en fait, j'étais un petit peu fatiguée. Je n'avais pas envie de travailler sur le pixel spécifiquement pendant 8 ou 10 heures par jour. J'avais besoin d'autres interactions humaines, donc je m'étais lancée comme documentariste. Et au fil des rencontres, en fait, c'est la photographie qui m'a rattrapée, mais au final assez rapidement, parce que je suis sortie diplômée en juin 2016, il me semble. Et je me suis lancée en photographie en été 2017 et professionnellement, je me suis affirmée en tant que photographe en janvier 2018. Voilà, donc ça a été plutôt rapide au final. Ouais, et du coup, ouais, enfin, si tu sentais déjà avant tes études supérieures que tu avais un truc pour l'image, que t'es sensibilisé, pardon, à la photo pendant le cursus, que à la fin du cursus, tu te dis, bon, bah, je vais pas faire ça, ça m'intéresse pas. Comment tu fais au niveau, ouais, plus professionnel? Parce que tu dis, ok, j'aime la photo, je vais faire ça, mais il y a quand même un gap, j'ai envie de dire, entre dire ben, j'aime beaucoup dessiner, je sais que je dessine bien, et tiens, je vais gagner de l'argent et enfin, que ce soit dessiner, être ouvrier, peu importe, mais transformer sa passion en En business métier, plan. en business, c'est parce qu'on nous apprend pas ça. Enfin, en tout cas, Artefix, pour l'avoir fait, on nous apprend pas à monétiser, enfin, peut-être un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout. Mhm. Ben, en fait, quand je suis sortie de l'école, ça a été mes rencontres qui ont fait que le statut entrepreneurial, au final, était ce qui allait me correspondre le plus. Et quand j'ai trouvé le médium de la photo, bah, en fait, de nos jours, on a énormément d'informations sur Internet, sur des formations pas trop onéreuses en ligne, etc., qualitatives. Donc au final, c'est très facile dans les métiers de l'image et bon, dans beaucoup d'autres disciplines, mais là aujourd'hui, c'est un peu la Oui, thématique. C'est facile de se lancer en tant qu'autodidacte et il y a de plus en plus d'autodidactes. Il n'y a plus d'équations pré-résolues pour correspondre à un métier ou pour répondre à une demande, etc. On peut vraiment suivre des apprentissages, s'auto-former, expérimenter et se créer son business plan à force de tâtonnement. Et ça a été un petit peu le cas pour moi parce qu'au final j'ai créé mon auto-entreprise 6 mois après le diplôme ouais, d'Artefix parce qu'en fait j'ai trouvé un client par accident donc en tant que vidéaste documentariste et j'ai juste eu à switcher un petit peu le code APE, tout ce qui était les données de mon auto-entreprise pour la faire évoluer. Et quand c'est la photo qui a primé, bah, j'ai juste changé le code APE et de la vidéo, je suis passée à la photo plus principalement. Mais au final, le business plan, le rapport au matériel, à tout ce qui est de l'ordre de la logistique, de trouver ses clients, ça s'est vraiment fait progressivement. Mais au final, il n'y a pas tellement de recettes miracles, il faut se lancer. C'est mon ouais, compagnon qui, un soir, je suis rentrée, j'étais prof d'anglais principalement, du coup, entre 2016 et 2017 à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Et je rentre un soir du travail et mon compagnon à qui je disais ah, j'ai envie d'être photographe, j'en rêve mais j'ose pas. Et je rentre un soir et il m'avait acheté mon premier matériel lumière. Et mon père m'avait offert mon appareil photo.
Et avec les deux ingrédients réunis, je dis bon bah là, j'ai plus d'excuses, je me lance. Et bah, petite page Facebook, première photo avec les copines. Et à partir de là, bah, tu te crées des prestations, tu te crées des formules et tu trouves des clients. Et ça a été aussi simple que ça pour le début. Voilà, fallait juste se lancer. OK, OK, ouais, alors fallait juste se lancer, quand même. C'est en fait, l'expérience te fait toujours, c'est tu le déclic, mais il y a quand même eu un processus hyper long, avant que Oui, bah, tout s'aligne quoi, en fait. je pense que là, j'essayais de repousser au Ouais, maximum ce OK. que j'allais dire, mais je suis obligée de le dire, même si c'est très ponctuel. En fait, je suis modèle depuis plus de 10 ans et professionnellement depuis, je dirais 6 7 ans, oui. Et en gros, en tant que modèle, bah, j'ai observé beaucoup de photographes. Donc au final, Mmh. même si je n'étais pas du même côté de l'appareil, j'ai été sensibilisée à des méthodes de travail, à des interactions, à des résultats. OK. Et avec un peu de théorie, un petit peu de recherche au final, ma préparation mentale et technique en termes d'information, c'est pas tout tombé tout seul. Quand je dis il suffisait de se Ouais, lancer, en fait, je pense que je dis ça dans le sens où le plus dur, c'est de dire ah oui, maintenant j'y vais. Je ouais, fonce. Et c'est pas grave, il va forcément y avoir des échecs, des oui. doutes, des problèmes, mais c'est comme ça, il faut bien commencer quelque part. Donc hop, aujourd'hui je commence. C'est officiel, je suis photographe professionnel, j'ai fait les démarches, c'est parti. Et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que si vous avez une envie spécifique, des idées, des concepts, ben, en fait, il faut se lancer. Le premier coup, ce ne sera pas forcément qualitatif, ce ne sera pas forcément ce qu'on attendait, mais il faut commencer quelque part et il vaut mieux commencer dans les conditions les plus in situ, enfin les plus comment dire, réalistes possibles pour rapidement se proclamer professionnel, se faire une place et évoluer au plus vite. Je pense que c'est la première étape. Complètement. Ou, enfin, cette étape-là, ben, on s'était croisés à l'école, mais on va dire que cette étape-là, elle est plus, de mon côté, anecdotique. Enfin, on se suit sur les réseaux, mais pas plus et peut-être qu'1 an plus tard ou 1 an et demi plus tard, je pense que vous créez votre studio avec ton compagnon ou en tout cas, enfin, il y a une entité se crée et du coup, moi, c'est des petites vidéos et puis des petits, un clip notamment, qui pop, sur ma timeline sur réseaux, heu et donc ouais, tu fais de la photo et tu te lances dans de la prod, de la réal, de la production vidéo quoi, en fait et comment entre les cours, la photo, est-ce que enfin, si tu veux encore un petit peu de modèle, qu'est-ce qui fait que dans tout ça, je sais pas, tu as une opportunité ou tu as quelque chose qui te fait: «Ah ben là, l'occasion de produire quelque chose, de plus gros, très L'évolution qualitatif». en question, ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'amène à cette étape-là? Bah, en fait, schématiquement, pour que ce soit un peu plus structuré dans la réponse pour ceux et celles Oui. qui nous écoutent, moi, il y a 3 ans, je me suis lancée comme photographe, donc j'avais peu de notions au final. Je suis aujourd'hui, depuis un an même, européenne photographeur, donc c'est la première étape sur 3 vers la distinction en photographie professionnelle, donc la distinction la plus haute en photographie professionnelle à l'échelle européenne. Et je prépare OK. l'étape 2 pour octobre. Donc j'espère devenir qualified European Photographer en octobre. Et en fait, je pense que cette rapide évolution, ça a été fait parce que bah, j'ai travaillé dur. Ça, je m'en cache pas. Oui. Il y a eu beaucoup de sacrifices sur le chemin. Et ça fait partie de la réponse complète plus globalement. En fait, c'est pour dire qu'il y a des étapes à passer. Mmh. Et pour moi, les certifications, les diplômes, les prix, parce que j'étais nominée à l'international en photo et on a eu des nominations et des prix avec mon compagnon en termes de réalisation, production, en vidéoclip jusqu'à présent depuis 3 ans. Ça, en fait, ça a été vraiment des challenges, des tests qui nous ont permis de nous crédibiliser auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs, parce que au final, bah là, ce que je viens de dire par rapport à la photo, où ça a été graduel, même si ça a été un rythme très rapide, ça a été Ouais. pareil en prod. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis en couple avec un certain Kevin Payette, qui est scénariste-réalisateur, et quand je l'ai rencontré, il était réalisateur et prod avec une entité de production, avec ses associés. Et en fait, quand nous, on s'est rencontrés, je lui ai fait découvrir, outre la science-fiction qui lui plaisait déjà, tout ce qui était de l'ordre de la production de fiction, moi, je lui ai fait découvrir la mode, le rapport au client en particulier, donc le mariage,
la photo intimiste, le nu artistique, le boudoir. J'ai de tout comme client. J'ai des familles, j'ai des book mannequins, des book comédiens, voilà. Donc ils rentrent dans tout cet univers avec moi il y a 3 ans et demi. Et au final, il y a eu cette envie de créer donc Melba Suissin, qui est notre entité, notre bébé, et via laquelle donc on fait photo et vidéo en Mm. prestation et un peu production. Voilà, je commence dans l'ordre. Et en fait, quand moi je me retrouve avec un partenaire de vie et de création qui vibre sur les mêmes médiums que moi et qui me donne l'opportunité de renouer avec la vidéo différemment d'avec Artefix, où là, bah, pour le coup, il y a tout à gérer. Il y a le concept, qui est un client ou pas, il y a l'idée, il y a l'exécution, il y a la post-production. Et après, qu'en est-il de la vie de ce produit au final? Est-ce qu'il va en festival? Est-ce qu'il y a une certaine diffusion? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Donc il y avait tout ce travail-là sur la vidéo. Et nous, on a commencé comme ça. C'est le premier vidéoclip qu'on se dit, bah, on va produire un vidéoclip. Il nous a coûté 400 euros. Et là, 3 ans après, on s'est retrouvé cette année à, je vais dire coproduire parce que c'est le terme exact. On a coproduit malgré la période de Covid et on en est assez heureux, assez fiers. On a coproduit une fiction de 30 minutes, un film engagé, où tout le monde était rémunéré, donc budget final 112 000 euros, et sans subvention. Et nous sommes en cours de post-production sur un long métrage que nous avons achevé en tournage en février de cette année. Donc pareil, en pleine période de Covid, on a fait 6 semaines de tournage pour un long métrage adapté d'une BD dont on a acquis les droits. Et on était coprod là-dessus. Et bah, du coup, c'est un budget long métrage, hein. Le budget n'est pas bouclé parce que voilà, on n'a même pas encore fait le devis de toute la post-prod, etc. Mais là, Ouais. rien que le tournage a coûté 200 000 euros. Ouais. Grosso modo. Donc, comment est-ce qu'on en arrive à ça alors qu'on n'a pas encore de subvention? C'est Ben, en ça. fait, ce sont les prestations et le réseau qui ont fait qu'on a travaillé pour avoir les moyens pour financer des projets où on rémunérait les équipes, puisque c'était notre but. Et aussi, ben, quand je dis aussi budget, il n'y a pas que de l'argent palpable. Il y a l'apport en industrie de coproducteurs, notre apport en industrie quand on ne se paye pas sur les projets et que le matériel n'est pas loué, et que ce sont nos 3 caméras cinéma qui sont sur le set de tournage, c'est aussi de l'apport en industrie. Donc tout ça, c'est un calcul un peu subtil, mais au final, en 3 ans, de passer de petits projets eh bien, de début, de lancement, à des projets plus conséquents où on rémunère les équipes, où là on a des arguments auprès des régions pour ensuite avoir des passeports pour de futures subventions, pour que l'argent au final ne sorte pas directement de notre poche à l'avenir, ce qui serait l'idéal et ce qui est le but. Et ben en fait c'est que du calcul à effectuer, du travail acharné parce que du coup les sous on a été les chercher, on a travaillé pour, et je pense qu'il y a beaucoup de débrouille. Mais ça Ouais. Artefix, je dois une fière Oui. chandelle à Artefix pour ça. Euh, mais voilà, tout se fait graduellement, c'est du calcul, de la prise de risque. Et je pense que la réponse globale à ta question, c'est oser. C'est exactement ce que je disais sur il faut se lancer. C'est on avait des idées, on avait des envies, on s'est lancé, on a fait en sorte d'organiser, planifier le plus intelligemment possible pour pas se casser la figure. Mais ça s'est fait comme ça du moins. Voilà. Je rebondis sur le fait qu'il faut oser, mais il y a aussi, pour moi, enfin, tu l'as dit toi-même, faut oser, mais il faut aussi avoir des idées. Il faut pas se lancer non plus, corps et âme dans un truc où on sait pas où on va, parce que le clip dont tu parles à 400 euros, bon alors déjà, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de ce clip-là, et puis il a pas une tronche de clip à 400 euros. Enfin, peut-être que si tu connais très très bien l'image et tu as déjà vu des lieux de tournage, peut-être que tu peux te dire, je sais pas, là il y a eu, ils sont débrouillés comme ci, par là ou comme ça, mais à l'image, enfin, pour le clip, il y a pas de, Mhm. enfin voilà, 400 euros ça part vite. Pour ceux qui ont fait de la Je prod, vais, je ça vais part très partager vite, mon hein. écran du coup. Ah, vas-y, vas-y. Écran, partager. Voilà, je vais ouvrir. Euh, je... Ça fonctionne? Là, je ne te vois que toi, je vois pas ton écran. Attends, Pourtant, je l'ai partagé. toi. Ah, tout à l'heure ça marchait. Ah, pourtant, là, je l'ai vraiment lancé. Je vais peut-être te rebooter, je vais voir. Vas-y. Alors, arrêter le Une partage. fenêtre Nico. Mais non, j'ai qu'une fenêtre Discord, les amis. Vas-y, partage. Donc, tout l'écran, partager. Ceci me dit ton stream est toujours en cours. Et Oui, partage d'écran. Je ne vois pas. Il y a discussion. Ah, oui, un écran. Partage. Je suis bête.
C'est bon, Tu l'as c'est trouvé? bon. Ah super, Ouais, OK. c'est bon, j'étais juste bête. Alors, je l'ai là, Tout va donc bien. je vous partage, c'est bon, ça fonctionne? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ah au top. Donc ça, c'est le poster promotionnel de Jungle Urbaine qui était notre première prod avec Kevin. Donc lui, il est sorti en 2018. Et en fait, ce film, ce court-métrage, enfin ce vidéoclip, pardon, ce vidéoclip, effectivement, le budget officiel, c'est 400 €, donc on a payé la maquilleuse. Euh, c'est un projet où en fait les deux acteurs danseurs étaient étudiants à l'époque. Et en fait, on avait vraiment, c'était une expérimentation. On leur avait demandé, voilà, est-ce qu'on peut vous piquer une soirée de tournage? On veut tester notre nouvelle caméra. C'était ça en fait à la base avec Kevin. On venait de liquider nos épargnes respectives pour s'acheter une Blackmagic, donc la OK. mini Ursa. On avait mis les sous aussi dans les optiques. Et du coup, Kevin veut tester la caméra et on avait ses clients à moi en photo pour qui j'avais fait une pochette d'album, donc le groupe Trafic. Et l'idée, c'était que Kevin, pour s'intéresser à mes clients, avait écouté leur musique, a flashé sur le morceau Jungle Urbaine et on a proposé aux garçons, est-ce qu'on peut vous le clipper? Et eux qui connaissaient pas du tout notre travail parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, on n'avait pas de vitrine, ils étaient là, bah oui, faites-vous plaisir. Et on a appelé ces deux personnes pour qu'ils soient nos interprètes. Et moi, j'avais engagé une maquilleuse voilà, en prestation pour qu'elle puisse nous assurer la mise en valeur de nos acteurs. Et on est parti, vraiment caméra à la main. On a fait le tournage en 4 heures à Montpellier de nuit. Et la post-prod a duré une semaine, je pense. Kevin, il a fait les effets, le montage, etc. Et le clip sort sur internet, donc Vimeo, YouTube du groupe de musique. Donc on s'y connaissait pas du tout en diffusion à l'époque, on savait même pas ce que c'était le cross-postage, etc. C'était bon, on savait juste qu'il y avait une âme, qu'il y avait quelque chose, que c'était le début de nos aspirations, mais on le savait pas encore. Donc la musique, ce qui est vraiment intéressant, je pense, avec ce projet, et je tire mon chapeau à Kevin, c'est que la musique, donc l'identité musicale du groupe, c'était les amours perdus, la mélancolie urbaine, la nuit. Et on a, je pense, bien respecté ça malgré le côté très spontané et débrouillard de ce projet. On sort le clip et au final, moi qui commence à m'intéresser plus professionnellement à la prod parce que cette première expérience m'ayant beaucoup plu, organisation de tournage, contrat, etc. Et ben, je trouve un distributeur qui adore le projet et qui au final, pour le prix d'une année en distrib, l'aura fait vivre 2 années. Là, il n'y a pas tous les lauriers, il a fait, je crois, 19 festivals et OK. voilà, enfin, le clip a eu un petit succès quand même. Il nous a emmenés sur de beaux festivals et c'était le début de notre collaboration avec notre distributeur actuel. Voilà, donc quand on voit le résultat, non, on peut se dire que le budget n'est pas du tout 400 euros, mais je pense que l'aisance technique que Kevin avait déjà, parce que là, il a endossé le rôle de cadreur, monteur, étalonneur, il a tout fait, alors que c'était très nouveau pour lui de faire tout ça à la fois. Et moi, je l'ai assisté en fait sur le projet et j'ai géré le reste au final. C'était une première expérience et c'est peut-être le côté spontané qui a fait que ça a fonctionné aussi. Trop bien. Hem, du coup, donc ce clip-là, vous le faites pour tester vos optiques, sur lesquelles vous avez, craqué tous vos sous. Vous trouvez un distributeur, bah, le clip est quand même qualitatif parce que, ben, il fait les festivals, mais il a quand même des lauriers, quoi. Il fait pas juste les festivals histoire de les faire. Parce que ça marche un peu quand même. Est-ce que c'est ça qui vous met le pied à l'étrier pour le court-métrage, au budget de 100 000 ou il se passe d'autres choses avant? Enfin, est-ce que l'essai est directement transformé? Alors, en gros, il y a eu, comme je disais, un équilibre entre prestation et production. Je vais fouiller un peu dans ce que j'ai préparé pour illustrer mes propos. Oui, Kevin et moi, en fait, avec le début avec Jungle Urbaine, on était aussi curieux du Festival de Cannes, parce que forcément, il est même pas 2 heures de Montpellier. oui. Ah, c'est bon, ça fonctionne? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et en fait, nous, la première année où on était à Cannes, on avait les petits badges cinéphiles, enfin voilà. Et en fait, dès qu'il y a eu Jungle Urbaine, qu'on a commencé à faire du vidéoclip, de la prod et tout, directement, l'année qui a suivi, on n'y était plus comme touristes pour les soirées de gala, les premières, et essayer de voir un peu ce qui se passait. On est entré derrière le rideau, et c'était le marché du film qu'on avait découvert. Et on s'est dit, bon, c'est vrai que les vidéoclips, les films, ils ont quand même une portée commerciale, c'est une industrie. Donc on a du chemin à faire. Et en fait, tout ça, ça nous a motivés à redoubler d'efforts
pour nos clients, pour nos prestations. Alors pas toujours avec du gros budget, hein, on faisait toujours un petit peu fidèle à nous-mêmes en nous disant voilà, il faut bien commencer quelque part. On a des fois un client qui n'a pas énormément de budget, mais il a une super idée, on a envie de faire quelque chose avec ce projet-là et on a vraiment essayé de porter des projets avec le cœur ainsi et de façon tout de même rentable. Mais ça s'est fait très progressivement. Et comment on en vient en 3 ans de jungle urbaine à 400 euros à un su dont je vais parler dans quelques instants, avec un budget beaucoup plus conséquent et un potentiel marketing plus intéressant, bah, voilà, c'est ce que je vous montre en fait. C'est vraiment, on a travaillé super dur, on a été sur de nombreux projets dont on a été les initiateurs. Ou sur lesquels on nous a appelés comme prestataires, bien sûr. Il y a eu d'autres clips. Là, par exemple, je prends le projet Agnus Dei, qui n'est pas une production à nous, c'est une co-réalisation et une prestation. Donc Kevin a co-réalisé pour Sébastien Vandero, qui est le compositeur de la musique épique, qui est venu illustrer le clip. Donc ça c'est une prestation qui nous est chère à notre cœur parce que moi en fait j'ai tellement aimé travailler avec Sébastien et j'ai tellement aimé le résultat du clip malgré le petit budget que j'ai dit à Sébastien mais écoute je finance une mini distrib sur un an et là la distrib est en train de s'achever mais il a quand même fait une petite tournée sympa. Là on a 4 lauriers. Il a fait sa petite vie, c'était pour l'emmener hors YouTube et Vimeo. Donc voilà, il y a vraiment eu ce tâtonnement avec d'autres clips, avec d'autres expériences de distribution, sur des budgets différents, sur des esthétiques qui sont au final un dénominateur commun de notre travail, mais sur des thématiques qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Ouais. Et ensuite, donc, vient 2020, où avec Kevin, on a cette envie de faire une fiction vraiment très personnelle. Alors, Euh, je te coupe juste 2 secondes. ouais, C'est bien juste sûr. pour te dire que Twitch, c'est nul. Donc, pas de tétons, évidemment. Sinon, Ah non, non, bien sûr, non, 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 bien on sûr, risque de on se en faire avait ban. parlé. Non, Voilà. non, bien sûr, non, non, il n'y en a Ok. absolument pas. Ok, cool. Je n'en ai Parfait. pas dans mes images. Je te laisse Euh, continuer. non, Au revoir. c'est très bien que tu le dises, je t'en prie. En gros, je vais peut-être faire dans l'ordre, il y a peut-être même un poster que je peux montrer avant. Kevin va m'en vouloir que je le montre, mais je m'en fiche, je le montre quand même. Il y a eu ce petit film, Marie, qui est sur notre Vimeo. Moi, je l'aime bien. Ça a Ok. été notre première prod de fiction en duo avec Kevin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était en voyage une fois, donc c'était au début 2019, on était en voyage avec Kevin, et pendant le voyage, je lui dis j'aimerais bien faire un truc sur. Bon, c'est un peu inspiré des Escort Girls, mais Black Mirror avec cette idée de perte d'identité via les applications smartphone, comme quoi on peut avoir des clients qui nous louent à l'heure, où il faut jouer un rôle pour leur porter compagnie, et du coup on n'est pas vraiment nous-mêmes, enfin ces choses-là un peu cliché maintenant que j'ai pris du recul, mais au final c'était sympa pour l'époque et ce qu'on en avait fait. On a Ok. fait cette fiction sur 4 jours de tournage pour un budget dérisoire. Je crois qu'il était à même pas 2000 balles le budget. Donc 4 jours de tournage, l'actrice principale c'était une modèle à moi qui s'essayait à l'acting pour la première fois. On voulait voir où on pouvait emmener une mannequin sur l'acting aussi pour voir en coach d'acteur ce qu'on valait aussi. Et on a fait cette fiction de 15 minutes, donc il n'est pas non plus super court, Marie, avec l'équipement qu'on avait, et on l'a fait sur 4 jours de tournage, on l'a sorti en fin 2019, et ça nous a conforté pour nous dire, bah écoute, la prochaine fiction qu'on fait, on l'a fait le plus qualitatif possible, et on en Ok. fait un objet marketing, et en fait il y avait ce concept qu'on avait donc pour un su, qui est un court métrage engagé. Alors engagé dans l'industrie de l'image, en fait, il fait vraiment écho à nos métiers, dans le sens où avec Kevin, depuis 3 ans maintenant, on a rencontré beaucoup de comédiennes, de modèles, de femmes travaillant en technicienne aussi, travaillant dans l'audiovisuel et dans la photographie. Qui nous ont rapporté des témoignages, bon en écho à MeToo, hein, je vais à l'essentiel, des témoignages révoltants sur des interactions qu'il y a eu avec d'autres personnes du milieu. Alors je ne catégorise absolument pas, ce ne sont pas forcément des hommes qui ont eu des gestes ou des comportements déplacés, mais des abus qu'il y a dans ces milieux de l'image de façon constante, un espèce de status quo sur les tournages, voilà. Donc toutes ces choses nous révoltaient. Et Ouais. nous qui voulions être au plus proche de nos clients, irréprochables
Et parce qu'on a fait aussi des scènes intimes dans nos projets, que moi je suis modèle de tenue artistique à la base, donc l'éthique et le respect de l'autre, c'est quelque chose qui m'est très important. Donc on a été tout de suite très sensible à ces témoignages qu'on nous rapportait de plus en plus au fil des discussions, et on a eu envie de porter un projet. Voilà, donc Kevin a eu cette idée de scénario. Donc on suit une jeune modèle aspirante qui s'appelle Marion, et qui au final va se retrouver dans les méandres des problèmes qui sont très actuels, sidération psychique, abus de pouvoir, abus de confiance, perte de contrôle de son image plutôt, intimidation et harcèlement. Donc voilà, le film est un petit peu sombre, mais il est entièrement cousu, inspiré de faits réels, même si la trame narrative principale n'est pas une histoire vraie. Toutes les séquences à part sont des choses qu'on nous a rapportées en fait. Donc il est très actuel, cruellement actuel. Et pour en venir à comment on a fait ce film, donc on avait une envie déjà, encore une fois, Oui. et on a fait sur 1 an et demi beaucoup de travail avec Kevin pour mettre de côté 60 000 euros. Donc sur les 112 000 euros de budget, il y a 60 000 euros vraiment sortis de notre poche qui ont été consommés. Il y a eu la coproduction d'Audio Workshop Montpellier qui a assuré la post-production du film à un coût réduit en fait. C'est pour ça que je parle de post-production, parce qu'ils ont fait la post-production son, mixage, bruitage, SD pour 10 000 euros, alors que ça aurait dû en coûter beaucoup plus. Donc ils sont rentrés en coproduction officiellement le mois dernier. Et nous, on a compté aussi dans le budget notre apport en industrie. Donc tout ça additionné donnait 112 000 euros officiels de budget par rapport à la valeur du film. Sachant que moi, en fait, pour vous expliquer un peu comment fonctionne la prod, quand je me suis retrouvée avec le scénario initial de Kevin qu'on a validé, donc on avait les informations de lieu, d'accessoires, de combien d'acteurs là, combien de figurants là, combien de de prestataires, location à peu près. Moi, j'avais fait une estimation du budget à plus de 247 000 euros. C'était un gros minimum si on l'avait fait avec les moyens classiques, en fait, avec vraiment des équipes au complet, avec des tarifs majorés si on avait plus de 8 heures de tournage par jour, si on travaillait un dimanche. Enfin, voilà. Tous ces extras calculés auraient dû mener à 247 000 euros de budget. Et on l'a fait tomber à 112 000, donc ça c'était mon travail. Il y a des lieux qu'on a eu gratuitement parce que le réseau. Il y a des amis clairement qui sont venus nous prêter main forte. Les figurants, on ne les a pas payés parce que c'était la famille ou les amis qui ont été adorables et nous ont donné de leur temps. Et donc voilà, et après il y a toujours des échanges dans le sens où nous, Mm. il y a des partenaires qui sont venus, à qui j'ai dit, écoute, là, tu m'as donné ton devis, moi je te propose, avec Kevin, on fait de la vidéo corporate, on te fait une vidéo de présentation pour ton entreprise, ça a une valeur égale à ce que tu aurais fait sur notre tournage, est-ce que ça te tente qu'on fasse un troc? Et c'est comme ça qu'on économise de la trésorerie. Donc le projet n'est pas bénévole dans le sens où, enfin, il y a des aspects du projet qui auraient pu être jugés bénévoles mais qui ne le sont pas, parce que par exemple les figurants, aussi amis soient-ils, on a toujours donné des contreparties, bah écoute, t'as un bon shoot photo avec moi à utiliser, etc. Et d'autres partenaires pour qui on a fait de la photo, de la vidéo professionnelle, ou rendu des services à valeur égale, en fait, tout simplement pour rendre l'appareil et que ce soit rémunéré d'une certaine façon, tu vois. Donc je pense qu'il y a des méthodes vraiment vertueuses quand on commence, qu'on n'est pas éligible à certaines subventions pour financer entièrement des projets. Je pense que c'est pas impossible quand même de respecter la valeur du travail des autres et de pas faire des projets complètement bénévoles quand on se lance. Nous, en tout cas, c'est l'organisation qu'on a appliquée pour ce projet et c'est ainsi qu'on a porté le budget. Voilà. Mais du coup, enfin, c'est hyper intéressant parce que vous avez une idée, vous avez des valeurs à défendre, des choses qui vous révoltent, donc vous voulez en parler, euh, mais vous n'avez pas autant de sous que d'autres productions, donc vous êtes obligé de réduire ces coûts de production, mais même dans cette réduction de coûts, vous vous attelez à la tâche pour rester droit dans vos bottes, dans, dans l'engagement de ce que de par le film, parce que vous harcelez personne, mais sur le côté éthique, humain et respect du travail, vous restez quand même droit dans vos bottes et c'est quand même, enfin, chapeau quoi, parce que pour avoir fait un petit peu de prod audiovisuel, je sais que c'est pas facile du tout de réduire des budgets, d'avoir des lieux, d'avoir des figurants. Ah ben, Vraiment, c'est vite cher le cinéma, hein. Ouais. ah ouais, c'est vraiment hyper cher. Enfin, moi, j'ai fait que de la série, donc pas encore dans les budgets cinéma, mais déjà la série, c'est quelque chose. Euh, du coup, donc il y a ce court-métrage insu. Euh, j'ai envie
pas d'accélérer le pas, mais d'en venir à cette installation dans vos studios à Montpellier, là, à Gambetta, avec ben, toute une équipe, espèce de. Enfin, non, c'est pas un bâtiment haussmannien, un studio retapé, magnifique, etc. Donc, retour à la photo, mais en même temps de la prod, parce qu'il me semble que vous faites du photo, mais il y a aussi les bureaux de prod dans le bâtiment. Tout à fait. En gros, merci, j'ai mon assistant lumière. En gros, je ne peux pas parler du studio sans parler d'Étienne. En fait, ma vie professionnelle, il y a deux garçons. Il y a Kevin, mon compagnon, mon assistant lumière, non je rigole, qui est mon partenaire de vie et avec qui j'ai fondé Melbass 801 et Melbass Film. Donc ça, Ouais. c'est pour ça que ça a le même nom, c'est notre entité, c'est notre bébé, via lesquels on a vraiment commencé les prestats photo vidéo et la prod. Donc ça a été vraiment Ok. à double sens. Et à côté, il y a Process 801, donc pour faire écho à Melbass 801, avec Étienne et Kevin, donc on est tous les trois gérants de cette entité de production. Et je vais vous partager un dernier poster, comme ça au moins c'est illustré. En fait, je parlais tout à l'heure d'un long métrage qu'on a coproduit cette année. Hop, donc c'est La nuit mange le jour. Et donc c'est une co-réalisation de Étienne et Kevin. Parce qu'en fait, Étienne, c'est un maître européen de la photographie. Donc, lui, il a la plus haute distinction en photographie professionnelle à l'échelle européenne. Il a 17 ans de photographie, Étienne. C'est un rêveur. C'est quelqu'un qui chante, qui manipule l'image, qui connaît beaucoup d'éléments de l'art sur tous les médiums confondus. Pour moi, c'est un immense créatif. Et en fait, quand il a voulu faire un film, bah, il s'est tourné vers nous parce qu'on faisait déjà du film. Il voulait aller au-delà de la photographie. Et donc il y a 2 ans, il nous parle de cette BD, ce roman graphique qu'il veut adapter. Et donc il se lance en coproduction et co-réalisation avec nous. Et en fait, voilà d'où vient Étienne, le nom que je vais vous citer. Je vous invite grandement à découvrir son travail photographique. Donc il s'appelle Étienne Clotis, comme ça s'entend. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, d'extrêmement humain aussi. Et donc il fait écho vraiment à ce à quoi on aspirait professionnellement en termes de grande famille de travail, dans un environnement respectueux et professionnel, enfin du moins ce qu'on vise à Ouais. avoir. Et en fait, Étienne, il y a 2 ans, moi je l'avais connu comme, auparavant je l'avais connu comme modèle, j'étais sa graphiste, un sortant d'Artifix, etc. Donc ça s'est fait comme ça. Et tu m'aurais dit il y a quelques années, tu vas t'associer avec lui, il va monter un studio, il va te nommer responsable et tout. Bah, je t'aurais dit, oh c'est ça, bien sûr. Bon, en fait, si. Donc Étienne, il y a 4 ans, je le rencontre. Il y a 2 ans, donc on travaille pour lui, avec Kevin. Et il y a 2 ans, il nous dit, bah, écoutez, il y a ce roman graphique, faisons un projet. Donc on crée une entité de production audiovisuelle, on se lance dans la fosse au lion. Et surtout lui, parce que c'était complètement nouveau comme domaine, il n'avait jamais réalisé, il connaissait pas du tout, ne serait-ce la vidéo, alors on parlait encore de réalisation, de parti pris, de symbolique et tout, donc vraiment on a beaucoup d'admiration pour lui, de s'être approprié aussi notre médium avec nous et de nous faire confiance. Et en fait, on est sur le tournage de La nuit mange le jour en février, en plein tournage, et il me dit oui Charlotte, j'ai envie de créer un troisième studio, donc il a Aix-en-Provence et Lyon. Ouais. Et si je le fais à Montpellier, tu es responsable. Du coup, bah voilà. Donc Ok. on a le studio. Voilà, mais c'est aussi simple que ça. Et, et du coup, en février, l'idée naît. En début mars, le tournage de La nuit mange le jour est achevé après 6 semaines intenses et qu'on est sur les rotules. Donc on Ouais. était en confinement d'avril, hein, on était en confinement Mhm. d'avril. Et donc on trouve un local, on signe le bail, on fait les travaux avec nos petites mains et on ouvre le 19 mai dernier. Et en fait donc le studio, officiellement Studio Clotis, donc il y a 2 entités en son sein. Il y a le Studio Clotis donc que je gère avec Étienne, qui est un studio de portraitistes et nous sommes une équipe de 4. Donc Étienne est notre responsable, moi je suis sa représentante au studio et photographe résidente. Il y a un autre photographe qui s'appelle Jordan et il y a notre maquilleur Rudy. Donc c'est une petite famille, voilà. Et en gros, dans le même appartement haussmannien de 160 mètres carrés, il y a Melbass Film. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi Melbass, le cœur Melbass dans ces locaux-là. Donc géré par Kevin.
et que nous visons à développer parce que là, on tâtonne encore avec de nouveaux formats, on a créé de nouvelles prestations vidéo et on travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise. D'ailleurs, Kevin va avoir de grosses annonces à faire sous peu parce que ça bouge beaucoup, mais je vais pas spoiler. Oui. Donc voilà où on en est et voilà l'histoire de ce studio que nous avons donc à Montpellier. Là, je n'ai pas d'image, mais franchement, venez nous voir. C'est un endroit qui a C'est vrai beaucoup que c'est très d'histoire, qui beau. a beaucoup de charme. Voilà, nous sommes très heureux dedans depuis maintenant 5 semaines et je ne saurais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est super. Enfin, moi, j'ai vu quelques photos et tu m'as gentiment invité à passer, ce que je ferai évidemment. Mais rien qu'en photo et en vidéo, déjà, c'est très 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 beau. Ça a l'air très bien. Ben, on est presque à la fin. Enfin, non, oui, si on arrive à la fin. Du coup, on va essayer de retracer cet échange parce que là, ça y est, vous avez les locaux, vous avez l'entité, il y a de la Je vous fête de. montre si Ah, jamais ça marche. j'ai vu Ça va pas être aussi. terrible. Ouais. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, Euh, dommage parce que là j'avais des euh, images. Bah venez nous voir, comme ça vous verrez. c'est ça, faut aller voir. Et du coup, maintenant, vous avez enfin, vos entités réunies au même endroit, l'équipe. euh, donc, le thème de cette émission, c'est comment créer un équilibre. Donc là, faites de la photo, de la vidéo, en presta, en production. Vous avez un engagement sur les thèmes de l'éthique, de la santé mentale, du bien-être au travail. Comment, comment vous arrivez, enfin, et tu arrives au jour le jour à mêler ces trucs-là, prestations, financement, juridique, prendre soin des équipes. Est-ce que c'est parce que tout le monde s'entend bien et tout le monde est sur la même longueur d'onde ou il y a une espèce de process quand même qui s'est mis en place, une espèce de... Comment ça se passe au jour le jour au studio Clotis de Montpellier, quoi? Je dirais même pas que c'est juste le studio, c'est à l'échelle de n'importe quelle équipe qu'on monte, que ce soit une équipe Ok. ponctuelle pour un tournage, un clip, même un shoot photo. Moi, quand ma maquilleuse n'est pas disponible, je me dois de la remplacer pour respecter la date. Donc il s'agit de bien communiquer avec les prestataires, avec les collaborateurs, avec les modèles qui prêtent leur image. Donc en fait, peu importe l'équipe au final, avec mes associés, on essaie vraiment de respecter notre propre charte, notre propre identité, notre façon de fonctionner. En fait, je pense que je vais parler pour moi, je vais pas Ouais, parler pour les trois, mais ouais, moi, depuis que je me suis lancée dans l'audiovisuel, dans l'image, même la photo aussi, je me suis forcément heurtée à des réalités crues. Le harcèlement, le fait que je sois une femme. Alors attention, je ne suis pas ici pour faire un discours féministe ce soir, mais c'est vrai que quand je suis passée de modèle à photographe, par exemple, il y a des personnes, des photographes qui m'ont vue tout de suite, non pas comme la consoeur, mais comme la concurrente, qui m'ont fait bien comprendre qu'ils avaient leur place, qu'il fallait pas que je la prenne. Il y a eu des comportements déplacés, des démonstrations d'ego, des coups bas aussi, c'est une réalité. Bon, je pense que c'est transférable dans beaucoup de milieux professionnels, hein, il y a des problèmes humains partout, mais je me suis forcément heurtée à ces problématiques-là en tant qu'entrepreneuse et en tant que personne, je pense, ambitieuse. Et c'est une question de se relever, parce qu'il y a eu des coups durs forcément. J'ai la chance d'être accompagnée de mon partenaire qui est mon partenaire créatif professionnel aussi, donc forcément quand ça va pas on en discute, on prend du recul et tu parlais de juridique parce que oui c'est quelque chose qu'on avait préparé dans la structure de ce soir. En fait moi je vais m'exprimer de façon transparente, je travaille avec 2 cabinets d'avocats parce que je me suis rendu compte que quand tu es éthique, quand tu appliques je pense, des façons de procéder qui sont normaux, qui sont respectueux. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu te protèges des problèmes, que tu peux jamais éviter à 100% de te heurter à des égos ou à des problèmes humains sur des projets. Surtout que l'audiovisuel et l'image, on est au plus proche des gens. Même si tu vas instaurer une distance, il y a toujours un moment où on est très proche. Je veux dire en termes d'interaction bien sûr, parce qu'un tournage, ne serait-ce que ça, tu passes 10 heures plus avec la prépa à interagir avec des gens, il y a des pauses, il y a des moments où on a besoin de s'entraider, il faut se serrer les coudes, donc on est forcément proche. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Et forcément, ça mène à des frictions, ça peut mener à des choses inattendues, à des injustices. Et moi, parce que j'ai plus le temps pour ça, parce que je me suis rendu compte parfois que tu as beau te remettre en question, tu as beau
même si tu reconnais tes erreurs, même si tu fais les choses le plus juste possible, de manière la plus équitable possible, bah, tu peux avoir un moulin en vent ou un mur en face de toi, quelqu'un qui va avoir sa perception, sa réalité, et c'est impossible de continuer. Et parfois, s'il y a des projets qui sont en péril à cause de ça, ou qu'il y a des choses en jeu à protéger, moi en fait je n'hésite pas, je passe par la case avocat. D'accord. C'est pour ça que le juridique est important. Quand vous allez travailler dans l'image, que vous soyez technicien, modèle, quel que soit le côté de la caméra où vous allez travailler, le médium, etc., ayez des notions en juridique. Parce que ben il y a des droits qui sont inaliénables, quel que soit le client, le salarié, le contrat. Il y a des droits qui sont inaliénables, il y a des choses qui doivent être contractualisées, il y a des choses qui doivent être respectées, des choses qui doivent être négociées. Et une fois que c'est signé, il faut le respecter. Et je pense qu'on est dans des milieux où l'ego passe très facilement avant le bien-être des projets. C'est une triste réalité. Et là, je prends un ton plus sec aussi, puisque c'est mon côté carapace. Mais je ne me prends plus la tête. J'ai 2 cabinets d'avocats, j'ai 5 avocats, chacun spécialisé dans quelque chose. Et quand j'ai un souci, bah, je demande à la personne, écoute, là, on n'a pas réussi par le dialogue et la communication à régler notre problème. Veux-tu qu'on passe par nos avocats? Et généralement, ça calme le truc. Et s'il faut aller plus loin, bah, je n'hésite pas à aller jusqu'au bout. Et je pense que la juridique est quelque chose d'intéressant parce que ça fait gagner du temps. On dirait pas comme ça, mais ça soulage de beaucoup de choses. Être en connaissance de ses droits, c'est important. Protéger les projets, c'est important. Quand on parle d'équilibre, donc tu me disais par rapport au studio, par rapport à nos équipes, donc l'éthique, le bien-être au travail, etc., ce n'est pas parce qu'on a des vertus ou qu'on essaie de respecter un cadre vraiment moral et éthique qu'il va pas y avoir des dangers ou qu'il va pas y avoir de différends avec les gens. Donc c'est vrai qu'un médiateur ou un avocat, parfois c'est une case que je juge obligatoire. Je veux pas, je ne veux pas céder, je ne veux pas mettre en péril un aspect ou un sacrifice spécifique sur un projet parce que quelqu'un n'avait pas vu la même chose que moi. Y a un moment donné où chacun doit avoir sa place sur les projets. Il faut être bienveillant, il faut être dans la communication et tout. Mais quand il y a des abus, voilà, je parle d'abus, et ben il faut savoir se protéger. Et moi, pour pas perdre de temps, eh bien, il y a la juridique. Voilà. Et ça semble tout à fait normal. Eh ben, merci pour résumer cette clôture. Ça y est, le chat, je suis à vous, je vous lis. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais remonter ce que vous avez dit et maintenant vous attendez pas. Alors, on a Foltier qui te dit bravo pour ton bien et bonne chance pour le prochain. Artefix, l'école de formation de la débrouille, d'accord. Gna, 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 gna. Ok, le reste c'était des petits problèmes techniques. Les amis, on est dans la partie FAQ. À vous le chat, des questions, des commentaires, tout. Allez-y. Les... Alors, plus de chaîne, DM sur Discord et j'ai pas. Rank. Ok, c'est bon, pas bien. Hop. J'ai trouvé ça très clair. D'accord. Mais encore. Pas plus. On a dans le chat. Je vais vous trouver l'image du studio du coup en attendant. Ah, super. Là, j'ai ça. Relelei, Shiroyasha, Madulo, pardon. Tout ça là. C'est pas des questions? C'était si clair que ça? On est trop fort, c'est ça? Trop fort, moi j'ai un. Hop, ça y est, j'ai trouvé. Oh, très bonne question. Penses-tu que c'est dur de créer une entreprise et un studio en France? Yes, très intéressant. Hop, voilà, j'ai montré le studio. Je referme le partage. En gros, créer une entreprise et un studio en France. Alors, je vais me mettre dans les bottes de moi en 2016, qui se lance ex nihilo dans l'entrepreneuriat. Eh bien, je n'ai pas tellement de schéma de comparaison dans le sens où je ne sais pas comment ça se passe au Japon, aux États-Unis. Enfin,
nous, parce qu'on a été à Cannes et qu'on a parlé avec d'autres prods étrangers et tout, le système de financement et de mécénat, tout ce qui est de les sous qui tombent pour financer des projets artistiques de l'extérieur, même si tu es porteur du projet, c'est très différent dans d'autres pays, donc il y a des choses plus ou moins vertueuses. Là, je pourrais comparer, mais par rapport à l'entrepreneuriat, moi, je peux juste faire un commentaire assez succinct. Au final, je trouve qu'il y a quand même des dispositifs en France auxquels je dois rendre hommage. Ne serait-ce la Chambre des métiers de l'artisanat, qui m'ont à 100% formé, aiguillé pour 200 balles. Franchement, pour une formation complète où on t'apprend à gérer tes factures, tes devis, ton relationnel client. Il y a des modules en fait pour 200 euros tout compris, 200 et quelques, hein, quand on passe le SPI, le SPI, quand on crée sa première auto-entreprise, sa première version du moins, on peut avoir des modules de formation sur des journées ou des demi-journées en fait dont on choisit les thématiques. Moi j'avais choisi des thématiques sur lesquelles j'étais le plus flippée. Et le relationnel avec les clients, par exemple, si un client est mécontent, s'il y a des problèmes techniques, s'il y a des choses à gérer, le relationnel, l'administratif, etc. Moi, j'ai pu vraiment rapidement avoir des réponses à mes questions grâce à la CMA. Donc, je pense un système comme la CMA, c'est quand même un suivi vachement chouette. Et moi, depuis 4 ans, si j'ai le moins de problèmes, la moindre question, j'ai le numéro de ma conseillère gratuitement. Elle peut passer une demi-heure, 40 minutes avec moi au téléphone pour me dire bah écoute, là, il faut que tu fasses ça, là, il faudrait changer ton code APE parce que c'est plus pertinent par rapport aux impôts, gna gna gna. Il y a quand même des choses qui sont très suivies. Donc, je rends hommage à la CMA parce que moi, je n'ai pas été à Pôle emploi, je rends hommage à ce que j'ai connu. Donc créer une entreprise en France, non, je pense que c'est facile parce qu'on se fait immatriculer en fonction de l'organisme par lequel on passe en 2 jours comme en 2 mois. Voilà, c'est quand même très rapide. Il y a possibilité de facturer avant d'être immatriculé, donc légalement c'est quand même pas mal. Si tu es motivé à créer une entreprise parce qu'il y a un client, comme ça a été le cas pour moi, bah, j'ai pu quand même le facturer en attente d'immatriculation. Enfin voilà, il y a quand même des souplesses dans le système qui sont chouettes. Alors je ne cache pas que le système fiscal, il y a des énormes contraintes, mais alors moi en auto-entreprise, entre les aides de départ comme l'ACRE pour alléger les cotisations, bah, ce qui est emprunté de ton chiffre d'affaires, etc. Comment dire, toutes les informations auxquelles on a accès, etc. En fait, c'est différent schématiquement d'une auto-entreprise, entre une société, etc. Mais on a quand même des choses qui sont très pratique pour la gestion administrative, pour la mutuelle, enfin tout cet équilibre qui fait que ça y est, tu es dans la vie professionnelle, tu as des frais, tu as des charges, tu as des sous à faire rentrer, du chiffre d'affaires, tu as peut-être un salarié à rémunérer à la fin du mois, etc. en fonction de la taille de ton business. Je pense qu'on a quand même facilement accès à l'information en France, donc je ne dirais pas que c'est difficile, il faut juste bien s'informer. Et maintenant, à local, c'est autre chose, parce que ça dépend de la ville, ça dépend bah, du prix, ça dépend de ce dont on a besoin. Il faut faire les choses, je pense, progressivement. Moi, je sais très bien qu'en vidéo avec Kevin, le matériel avec lequel on a commencé les prestats, donc les prods, accessoirement, il n'était pas du tout le même que maintenant, 3 ans après. Enfin, maintenant, on a 3 caméras, on a du matériel lumière, on a indépendant, on a un minimum de choses à louer au final chez nos fournisseurs parce qu'on s'est équipé petit à petit et le local, je pense, en fait partie. On avait un budget pour les travaux pour lancer de manière opérationnelle au déconfinement le studio. Par contre, toutes les pièces ne sont pas finies parce qu'on n'a pas encore tout décoré. Il y a beaucoup de murs qui sont blancs parce que le budget n'est pas un puissant fond et que ben, on a fait en sorte que ce soit opérationnel, mais ce n'est pas encore à 100% développé, c'est normal. Donc tout ça, c'est que du calcul. Mais je dirais qu'en France, en fait, c'est facile de se faire conseiller gratuitement. Voilà, Ok, c'est mon commentaire. Voilà. parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, soit vous expliquez bien, soit on comprend vite. C'est possible, c'est possible. Un peu des deux. Ouais, dites-moi. Un délai, évidemment. Date. Vous n'avez pas de questions, il faut le dire, comme ça, tout le monde va se coucher, hein. Ne nous laissez pas comme ça. Prochain projet, film ou vidéo? Vidéoclip, du coup? Tout à fait. Programme Yordle. Yordle? Programme Yordle. Donc, prochain projet, film, tout à fait. Ça a été dit au début, vous ne savez pas, il y a la rediff. On a une petite date, on peut avoir un petit plus? Alors, en fait, pour les films qui sont... Alors, Insu est terminé.
il part en distribution. Donc là, on est encore en flou des prochains mois. Donc c'est pour ça, c'est un peu le moment de latence en mode bon, il est prêt, il va se passer des trucs, mais on ne sait pas quand. Voilà. Ok. Par contre, ce que je peux dire d'insu, c'est qu'on a déjà fait une intervention avec Kevin dans un établissement supérieur. C'est une version alpha des conférences qu'on veut faire gratuitement avec la projection du film pour aider les victimes, je vais le dire, d'abus, de viol. On a déjà fait une version de conférence avec le film qui n'était pas fini, parce que c'était le 19 février et le film a été fini il y a un mois. Et en fait, à la fin de ce meeting, il y a eu quand même 4 personnes qui sont venues nous voir à la fin, en privé, pour décharger Vider leur leur sac. poids mental. Ouais, pour qu'on les conseille. Notamment, il y a 2 jeunes femmes qui sont maintenant suivies par mon avocate pour Ok. poursuivre les personnes qui ont fait des abus. Voilà, les victimes se font entendre maintenant. Donc nous, le but de ce film, c'est pas au final tellement un objet marketing, contrairement au long métrage La Nuit mange le jour, qui lui va finir en salle de cinéma normalement à partir de l'an prochain. Ok. On a des acheteurs, des diffuseurs intéressés, donc là on est en plein là-dedans. Et le marché du film en juillet à Cannes va beaucoup aider pour ça. Donc là, ouais, Insu et La Nuit mange le jour sont en train de se préparer à leur vie de film. Par contre, là, avec Kevin, eh ben, on est très content parce qu'on prépare un projet de vidéoclip avec l'artiste Joris Delacroix, qui est un artiste de musique électronique français que nous apprécions beaucoup, que nous admirons, et nous sommes très heureux de réaliser son prochain clip. Voilà, tournage dans un mois. Et alors du coup, je rebondis là-dessus. Insu va y avoir une tournée avec des conférences ou ce sera ponctuel Oui, ou... Ok. tout à fait, tout à fait. Nous, en fait, on a commencé à se faire connaître auprès des associations et des établissements supérieurs pour dire on a un film, on a un outil, on a une présentation PowerPoint. Alors on est honnête, on n'est pas psychothérapeute, nous ne sommes Ouais. pas, on n'est pas diplômés pour certaines choses. Par contre, on a illustré des mots sociétaux avec une fiction. On a de quoi présenter des problèmes qui sont au final très connus du public. Et on donne l'opportunité, dans un cadre convivial, à tout le monde de prendre la parole. Ça peut être le harcèlement de rue, le MeToo, l'historique de MeToo, comme bah, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que vous feriez pour moi en fait? Qu'est-ce que vous feriez à ma Ok. place? Des choses aussi candides que ça. Et au final, on se rend compte du pouvoir de soins qu'apporte le dialogue avec les gens, même si on ne se connaît pas. Voilà, on propose donc ce format de conférence aux établissements supérieurs, ça va reprendre en août-septembre. IARTSUP d'ailleurs, où tu enseignes et où j'enseigne, est intéressé de Cool. présenter le film à ses promos. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place, mais en tous les cas, Insu, ouais, il va faire sa vie, pas de façon si classique que ça, parce qu'on l'a fait surtout pour dénoncer des choses et on veut que le public ait accès à ça, quoi. Voilà. Ok, trop bien. On a une autre question. Si tu avais une chose que tu regrettes ou que tu aurais aimé faire autrement dans ton parcours, a posteriori, Tellement. Il y a tellement de choses. Est-ce que tu peux me donner le prénom ou c'est de la personne? Shiroyasha34. Ce sont des Oh. pseudos. Eh bien, Shirouya, crois-moi si je te dis que je regrette énormément. Alors, faut pas vivre avec le regret, hein, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais je regrette beaucoup de choses. Parce qu'avec la prise de maturité, le fait que tu te heurtes à des problématiques dans le temps, bah, tu te dis, ah là là, j'aurais tellement pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû présenter la chose comme ça, j'aurais dû être plus diplomatique à ce moment-là. Enfin, il y a forcément des choses qui sont ajustables, mais l'échec, en fait, fait partie de ta vie professionnelle. Je pense que c'est bête, mais si quelqu'un enfin, moi, en fait, j'ai tâtonné professionnellement. J'ai fait plein de métiers. J'en fais toujours différents. Hein, je suis insatiable. Je me suis créé un équilibre atypique. Mais je me suis créé un équilibre où je suis complètement épanouie, où je rencontre des gens tous les jours, où je fais jamais la même chose d'un jour à l'autre. Et j'aurais aimé savoir que c'était possible il y a quelques années parce que je pense que je me serais évité beaucoup de souffrances. J'ai vécu des choses, je vais parler sincèrement, j'ai eu de la dépression, j'ai eu des harcèlements pendant ma vie étudiante de différentes formes, où en fait c'était pas grand chose, mais parce que je prenais tout à cœur et que je me disais c'est forcément ma faute, je me martelais et tout, mais en fait non, c'est la vie. Y a des gens qui sont juste pas capables de prendre soin des autres parfois, et je me dis en fait j'aurais aimé parfois moins me prendre la tête
Donc ça m'aurait évité beaucoup de souffrance, mais je pense que c'est aussi ce qui fait que je parle de certaines choses aujourd'hui dans ma photographie ou la façon dont je traite mes clients, la façon dont j'aiguille les jeunes modèles aspirantes, les jeunes acteurs aspirants, la façon dont je les sensibilise aux réalités difficiles parfois du milieu. Je pense que c'est tout ça qui a forgé aussi l'enseignante et la professionnelle que je suis. Donc au final, il n'y a pas de regret à avoir, mais ouais, il y a certains moments où j'y repense, où c'était douloureux et je me dis, bah, c'était inévitable en fait. Donc bon, voilà. Ok, merci, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez, on va prendre une dernière question. Là, les limites un quart d'heure de FAQ vont faire 30 minutes. Je parle beaucoup aussi, je suis désolée. Je sais pas. Mais Peut-être que je dose mal mes réponses aussi. pas du tout. T'es là pour ça? Est-ce qu'il y a une dernière question, les amis? Pas. J'attends le délai. Hop. Faut que je dise. Moi, c'est bon. Eh ben, tu vas parler pour le chat. Pour Yasha. Merci pour tes questions, c'était hyper intéressant. Et merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup. Merci Euh, à toi. C'était hyper cool. YouTube, à plus.